Le 18 juillet 1465, Louis XI faisait son entrée triomphale dans Paris. Accueilli dans la liesse populaire sous les acclamations des Parisiens, le roi arpentait sa capitale en libérateur. S'affichant avec assurance comme un souverain victorieux, il n'en demeurait pas moins préoccupé de la fragilité de sa situation. Étant parvenu à rallier Paris, dont la chute signifierait inexorablement la soumission des autres cités de France, le roi était déterminé à défendre sa capitale à tout prix. Son idée était simple. Ne pouvant empêcher la jonction des armées coalisées, Louis, désormais en infériorité numérique, devait réfugier toute son armée dans l'enceinte de Paris et attendre l'épuisement de ses ennemis. En effet, la capitale, dont les fortifications avaient été améliorées et éprouvées tout au long de la guerre de Cent Ans, était quasiment imprenable. L'armée royale y tenait à présent garnison, aussi était-il impensable que la cité tombât sous les coups d'un assaut frontal. Ainsi, pour les princes, seul un siège était envisageable pour vaincre. Or Paris, s'étendant par-delà les rives de la Seine, ne pouvait être entièrement ceinte par les troupes coalisées. L'éventualité d'une sortie des Français d'un côté ou de l'autre de la ville limitait la possibilité d'étendre trop les lignes bourguignonnes en vue d'enserrer la capitale. Car si les assiégés décidaient de lancer des attaques concentrées sur les points précis du dispositif bourguignon, l'encerclement de la capitale s'en trouverait compromis. Les assiégeants ne pouvaient donc pas confiner Paris. De fait, le ravitaillement des Parisiens n'étant pas en péril, l'intérêt même du siège s'en trouvait altéré. Et pourtant, malgré ces dures réalités, les coalisés ne disposaient pas d'autre alternative. Bien des forteresses demeuraient fidèles au roi de France, empêchant par là la conquête méthodique du territoire. De plus, Louis XI savait parfaitement que les moyens financiers de la Ligue étaient fort limités, et que chaque semaine de conflit engloutissait à elle seule des sommes colossales auprès de tous les belligérants. Ainsi, 4 à 5 mois de guerre coûtaient au duc de Bourgogne l'équivalent de son budget annuel. Par conséquent, les princes n'avaient guère de choix. La guerre devait être achevée rapidement, et Paris, verrou de la victoire, devait être prise. Louis XI, en étant bien conscient, s'employa donc à ce que la lutte s'attardât et que Paris restât sienne. Quelques jours après l'entrée du roi dans la capitale, les troupes de Bourgogne et de Bretagne opéraient leur jonction. Ce ralliement, tant attendu par le comte de Charolais, ne fut pourtant pas l'occasion de joyeuses accolades. Bien au contraire, unis dans la conspiration par leur seule haine de Louis XI, les princes ne dissimulèrent pas leur agacement mutuel lorsqu'ils se rencontrèrent à Étampes. Les Bourguignons, qui avaient subi de lourdes pertes à Montlhéry, reprochèrent aux Bretons leur retard de près de 2 semaines. François II, pour sa part, se contentait de présenter son petit protégé, Charles de France, qui en tant qu'héritier de la couronne, demeurait la caution politique de la Ligue du bien public. Le frère du roi, saisi par l'émotion devant les blessés de Montlhéry, n'inspira guère de respect aux Bourguignons lorsque, dans une complainte, il déplora que la rébellion eût causé tant de mal. En réaction, Charles de Charolais, dédaigneux, maugréa auprès de ses hommes. « Avez-vous entendu cet homme ? Il est bouleversé par 700 ou 800 hommes qu'il voit blessés dans la ville, alors qu'il n'en est aucun qu'il connaisse. Il serait bouleversé bien davantage si cela le concernait de plus près, et il serait homme à faire crier gare un accommodement et nous laisser dans la boue. » L'entrevue d'Étampes ne vit ainsi naître entre les grands féodaux que mépris, remords et rancœur. Finalement, le 31 juillet, comme prévu, les troupes, enfin rassemblées, franchirent de nouveau la Seine pour marcher sur Paris. Pendant ce temps, Louis XI, barricadé dans la capitale avec ses hommes, déployait tout son charme pour conserver l'affection des Parisiens. Si Paris devait tomber entre les mains des ligueurs, elle ne le ferait qu'au terme d'une trahison ou d'un esprit de capitulation. Aussi le roi, conscient des animosités qu'avait enfantées l'odieuse purge administrative de 1461, chercha-t-il à conforter les notables des grands corps. Auprès des officiers du Parlement, de la Chambre des comptes, de la Chancellerie, mais également auprès de la prévôté des marchands, de l'évêché et de l'Université de Paris, le roi multiplia les concessions et les rapprochements. Le 20 juillet, Louis offrit à 6 bourgeois, à 6 conseillers du Parlement ainsi qu'à 6 clercs de l'Université de Paris d'intégrer son conseil. Usant ainsi du conseil élargi comme d'une réplique improvisée des États généraux, le roi s'attachait les élites parisiennes. Pour s'assurer de leur concours, il rétablit également les privilèges de l'université et s'engagea à respecter les cours souveraines. En complément, après avoir consciencieusement fait noyer quelques traîtres dans les eaux de Bercy, Louis XI s'attacha le peuple parisien le 3 août 1465 en faisant abroger un certain nombre d'impôts pesant sur la capitale, en simplifiant le régime des aides et en baissant de moitié l'imposition sur le vin au détail. Ces mesures furent fort populaires.
toutes les prévenances du roi à l'endroit des Parisiens étaient loin d'être inutiles. Ces troupes, qui n'étaient plus payées depuis Montlhéry, menaçaient de sombrer de nouveau dans le brigandage au risque d'exaspérer la population. Pour prévenir les troubles et garantir son avantage financier dans la guerre d'usure, il fallait urgemment que le souverain trouvât de nouveaux fonds. Or, la Normandie, province la plus riche du domaine qui du reste n'était pas menacée par les troupes coalisées, était immédiatement accessible. Aussi, le 10 août 1465, Louis XI prit-il la route de la Normandie afin d'y prélever l'impôt, d'y recruter des combattants et d'y ragaillardir ses soutiens. Il confia la défense de Paris à plus de 400 lances et de 2000 archers normands, commandés par le fidèle comte II. Ce dernier, en ces temps de trahison, comptait parmi les rares partisans du roi au sein de la noblesse. Les grands féodaux, quant à eux, s'étaient établis au nord-est de Paris pour y attendre le renfort des mercenaires du duc de Lorraine. Puis, fin août, chacun élut résidence dans un château environnant la capitale. Charles de France s'installa à Beauté, François II à Saint-Maur, Jean de Calabre à Charenton et Charles de Charolais au château des ducs de Bourgogne de Conflans. Alors que le roi se trouvait en Normandie le 23 août, les notables de Paris, en dépit des nombreux bienfaits dont les avait couverts Louis XI, acceptèrent de mander une délégation chargée de rencontrer les princes. Ceux-ci présentèrent à la capitale un ultimatum. Paris devait se soumettre à la Ligue du bien public ou redouter la hargne des assaillants. Puis les émissaires regagnèrent la ville. Le lendemain, les principaux corps gouvernementaux se rassemblaient dans l'hôtel de ville afin de délibérer et de rendre la réponse de Paris aux assiégeants. Présidant la réunion, Henri de Livre, le prévôt des marchands de Paris, s'aperçut au cours des discussions qu'une partie non négligeable des élites parisiennes se déclarait en faveur de la capitulation. Abasourdi, le prévôt des marchands demanda l'interruption de séance, puis se précipita chez le comte II pour l'alerter. Dans le même temps, Henri de Livre alarma le petit peuple de Paris du lâche état d'esprit des notables. Acquise à la cause du roi, la foule, consternée, menaçait de sombrer dans l'émeute, cependant que le comte II faisait sillonner la capitale de ses compagnies. Les élites parisiennes, bridées par le courroux populaire et la poigne de l'armée, renoncèrent finalement à trahir leur souverain. Ainsi, le 25 août, les princes eurent pour toute réponse que rien ne serait décidé en l'absence de Louis XI. Aussi la Ligue, n'ayant pas reçu satisfaction, se contenta d'effectuer quelques médiocres démonstrations de force sans grand intérêt, mais d'assaut il ne fut pas question. Quelques escarmouches opposèrent les deux camps dans les jours qui suivirent, mais le cataclysme tant redouté par les élites parisiennes n'eut pas lieu. Louis XI, informé de la situation par courrier, fut accablé d'apprendre qu'il avait de nouveau frôlé la catastrophe. Sans l'intervention salvatrice du prévôt des marchands, de l'armée et du petit peuple, le souverain aurait perdu sa couronne. Rassuré de l'heureux dénouement de cette affaire, il rentra néanmoins de Normandie en toute hâte. L'armée princière ne contrôlant ni la Marne, ni le sud, ni l'ouest de Paris, la route de la capitale était libre. Le 28 août, Louis pénétrait de nouveau dans Paris à la tête de 12 000 hommes, traînant dans son sillage pièces d'artillerie et chars de farine. Applaudi par la foule lors de la traversée de la ville, le roi chercha à solidifier son assise politique sur la capitale en brandissant un symbole fort. Le 30 août, il présentait aux Parisiens l'oriflamme, l'enseigne solennelle des rois de France, qu'il plaçait devant l'autel de l'église Sainte-Catherine-du-Val. Lourd de sens, l'usage de l'oriflamme constituait un signe politique fort, appelant au ralliement de tous les sujets de France pour la défense du royaume. En parallèle, Louis XI prit la peine de faire pourchasser les lâches et les traîtres qui avaient failli brader les intérêts de la couronne contre de vaines intimidations. Tandis que la position du roi s'était raffermie, celle des ligueurs ne cessait de se dégrader. Cantonnant leurs troupes devant les murailles qui cerclaient Paris, les princes en étaient réduits à l'oisiveté. Impuissants et mal ravitaillés, ils laissaient leurs soldats vivre sur le pays, faute de les entretenir en bonne et due forme. Apprenant au même moment que le contingent milanais envoyé au secours de Louis XI par Francesco Sforza envahissait les terres du duc de Bourbon, les grands féodaux comprirent que le temps jouait contre eux. De son côté, Louis XI craignait que l'inoccupation de ses troupes ne suscitât toutes sortes de rumeurs ou de désordres dans Paris. Il s'employa donc à les utiliser à des fins de harcèlement. Pendant 3 semaines, le roi accentua la pression sur la Ligue du bien public. Il fit franchir la Seine à quelques détachements et canonnait les positions de Charenton et de Conflans, où résidaient les princes. Coincés devant les murs de Paris, les coalisés proposèrent de négocier le 3 septembre 1465. Plusieurs jours durant, des trêves étaient conclues. Chaque camp profitait du répit des pourparlers pour tenter de soudoyer des hommes de l'autre en vue d'infléchir au mieux les négociations. Louis XI, de son côté, associa son conseil élargi aux discussions pour mieux complaire aux autorités parisiennes.
De surcroît, intégrer les notables aux discussions permettait au roi de révéler la nature des revendications princières. Louis XI s'employait ainsi à démontrer aux yeux de tous que ses ennemis, qui se réclamaient tant du bien public, ne le combattaient en fait que pour des intérêts particuliers. Et pour cause, Charles de Charolais demandait la restitution des villes de la Somme à la Bourgogne. Jean de Calabre, duc de Lorraine, exigeait pour sa part que le roi rompît l'alliance avec Milan et appuya le parti angevin dans la reconquête du trône de Naples. Quant à Charles de France, le frère du roi, il ne réclama rien moins que la Normandie, la Gascogne et la Guyenne en apanage, appuyés par des princes soucieux d'affaiblir considérablement l'état monarchique. Le Conseil élargi, mesurant l'effroyable pression fiscale qu'un tel démembrement du royaume eût induit pour le reste des contribuables, rejeta naturellement ces propositions. Ainsi, le 13 septembre 1465, avec l'appui de son conseil, Louis XI rejeta l'offre des princes et leur fit savoir que la trêve, convenue jusqu'au 17 septembre, ne serait pas reconduite faute d'accord. S'inquiétant de plus en plus du mécontentement des Parisiens, Louis XI ne pouvait plus miser sur l'usure. Lui-même craignait qu'une nouvelle défection ne ruinât tous ses projets. De plus, l'embourbement du conflit pouvait à terme voir l'Angleterre intervenir à son tour. Le roi désirait donc que les négociations aboutissent au plus vite et dans les meilleures conditions possibles au regard des intérêts de la couronne. Pour ce faire, il chercha à diviser les princes en imitant la stratégie qu'avait déployée en son temps Charles VII contre la praguerie. S'il venait à contenter les partis les plus puissants de la Ligue du bien public, en attisant leurs égoïsmes, sans doute parviendrait-il à briser la coalition tout entière. Or, deux grandes principautés constituaient les piliers de la rébellion. La Bourgogne, forte d'un imposant ost d'une part, et la Bretagne, qui disposait de la seconde armée la plus importante et du porte-drapeau de la Ligue, Charles de France. Pour Louis XI, les exigences du comte de Charolais étaient de loin les plus acceptables. Le fils de Philippe le Bon, en effet, réclamait essentiellement la rétrocession des villes de la Somme, rachetées par le roi 2 ans auparavant. Ces forteresses picardes étaient certes stratégiques, mais l'amputation territoriale restait minime. François II, pour sa part, appuyait les intérêts de Charles de France, qui ne réclamait plus que la Normandie. Le duc de Bretagne, en effet, souhaitait vivement que la Normandie devint l'apanage de son pantin, afin que la Bretagne pût la manipuler comme son état client. Déterminé à ne jamais se séparer de la Normandie, dont le royaume tirait le quart de ses revenus, Louis XI devait miser sur le parti de Bourgogne. Il annonça au prince que jamais il ne céderait la Normandie. Le 19 septembre, Louis XI fit parvenir une contre-proposition à son frère. En lieu et place de la Normandie, le roi était disposé à lui céder en apanage les terres de Champagne et de Brie. Si le duc de Bretagne ne trouvait aucun intérêt à cet arrangement, le comte de Charolais, à l'inverse, y voyait une formidable opportunité de relier géographiquement tous ces domaines dont la discontinuité territoriale constituait une réelle fragilité. De toute évidence, cette offre n'était pas anodine. Négociant avec habileté, Louis XI cherchait à briser l'unité de la Ligue en exploitant les divergences d'intérêts en son sein. Il avança des propositions outrageusement favorables aux intérêts bourguignons, de sorte à désolidariser le comte de Charolais des autres seigneurs et à susciter leur jalousie. Ce faisant, le roi pouvait, dans un second temps, inviter son cousin Charles à négocier individuellement avec lui, sans en informer ses compagnons. Une entrevue fut ainsi organisée à Conflans entre Louis XI et le futur téméraire. La rencontre se déroula sur les bords de la Seine. Charolais et Saint-Paul accueillaient leur royal adversaire sur la rive, devant une troupe de cavalerie bourguignonne. Le roi, qui connaissait fort bien son cousin et désirait le placer dans les meilleures dispositions, s'adressa à lui non pas de souverain à vassal, mais de chevalier à chevalier. « Mon frère, lui dit-il, je connais que vous êtes gentilhomme et de la maison de France. » Intrigué, Charolais lui demanda « Pourquoi, monseigneur ?» « Pour ce que, répondit Louis XI, quand j'envoyais mes ambassades à Lille naguère, devers mon oncle, votre père et vous, vous me mandâtes par l'archevêque de Narbonne que je me repentirais des paroles qu'avait dites ledit Morvilliers avant que je fus le bout de l'an. Et souriant à son cousin, le roi ajouta « Et avec tels gens, veux-je avoir à besogner, qui tiennent ce qu'ils promettent. » Le comte de Charolais apprécia beaucoup le compliment. Louis XI, du reste, ne fut pas avare de flatterie. S'étant placé entre le comte de Saint-Paul et l'héritier de Bourgogne, Louis se promenait sur le bord de la Seine, parlant sans cesse, et affichant à profusion son enthousiasme et son affabilité. Il avoua aux deux comtes qu'il admirait leur qualité de guerrier. Il comprenait qu'avec de tels mérites, ces grands seigneurs méritaient une indemnité à hauteur de leur talent. Puis les négociations s'ouvrirent. Charolais demanda les revendications convenues, la Normandie à Charles de France et la Picardie à la Bourgogne.
Louis XI lui répondit qu'il était résolu à conserver la Normandie, mais laissa entendre que les revendications bourguignonnes n'avaient rien de déraisonnable. Le roi lui-même proposa d'autres concessions à l'avantage de ses interlocuteurs, en suggérant que le comte de Saint-Pol ferait un excellent grand connétable de France. Chacun avait connaissance de l'immense prestige ainsi que des 24 000 livres de gages annuels associés à la fonction. Ainsi, le roi cherchait à gagner à sa cause le comte de Charolais, mais aussi son plus proche entourage. Séduits par la courtoisie de leur souverain et par les concessions qu'il leur promettait, les Bourguignons eurent au fait de se rallier au parti d'une paix rapide avec Louis XI, quand bien même cette paix n'apporterait-elle rien à leurs alliés. Lorsque les autres seigneurs de la Ligue du bien public apprirent qu'une entrevue avait eu lieu entre le roi et le comte de Charolais, tous se sentirent trahis. Il était en effet convenu que toute négociation séparée fût formellement exclue. Irrités, les princes se réunirent en conseil sans convier leur allié bourguignon. Informé, Charolais s'emporta contre les autres ligueurs. Après tout, la seule principauté qui, depuis le début du conflit, avait franchement livré bataille aux compagnies du roi, c'était la Bourgogne. Aussi était-il légitime, du moins aux yeux de Charles de Charolais, que les intérêts bourguignons fussent amplement satisfaits. Louis XI pouvait se réjouir de la discorde qu'il était parvenu à semer dans les rangs des coalisés. De plus, l'on apprit bientôt que Charles de France adhérait peu à peu à l'éventualité d'un apanage en Champagne et en Brie. Ce dernier demanda aux officiers royaux de lui communiquer les revenus des domaines concernés, requête à laquelle Louis XI s'empressa de donner bonne suite. La paix proposée par le roi était à présent à portée de main. Malheureusement, de nouvelles trahisons vinrent mettre à bas les astucieuses combinaisons du roi. Le 21 septembre 1465, en effet, Pontoise était livrée aux troupes bretonnes par un lieutenant du maréchal Rouault, Berrichon resté fidèle au duc de Berry, Charles de France. Pontoise prise, la route de la Normandie était désormais libre. Aussi les ducs de Bretagne et de Bourbon s'engouffrèrent-ils dans la brèche avec leurs armées en direction de Rouen. Le 28 septembre, la veuve de Pierre de Brézé, fourvoyée par Jean de Bourbon qui la persuada que son époux était mort à Montlhéry par la faute du roi, accepta d'ouvrir les portes de Rouen aux coalisés par vengeance. Le lendemain, Louis XI apprit la nouvelle avec affliction. Rouen tombé, la Normandie était perdue. Louis demanda donc à rencontrer de nouveau le comte de Charolais. Durant l'entrevue, le roi apprit en personne à son cousin que Rouen était prise et qu'il était prêt à céder la Normandie à son frère. Les villes de la Somme ainsi que toutes les terres du domaine royal situées au nord de la Somme seraient quant à elles remises à la Bourgogne. Prenant sur lui, Louis s'efforça d'adopter une attitude chaleureuse. Une nouvelle fois, on le vit se promener avec bonhomie aux côtés de son cousin. Absorbé par la conversation dans laquelle l'entraînait le roi, Charolais ne s'aperçut pas que Louis XI cheminait en direction de son propre camp. Bientôt, le comte se retrouvait bien malgré lui à la merci du roi, qui fit même apporter du vin. Alors Louis XI déploya tous ses charmes. Il avait eu vent des incidents qui agitaient l'esprit de son interlocuteur. Depuis peu, le sulfureux évêché de Liège était entré en rébellion contre le duc de Bourgogne, tandis que le Brabant était lui aussi en proie aux troubles. Faisant monter les enchères, Louis XI proposa à son cousin d'épouser sa fille Anne, lui faisant miroiter, à terme, une éventuelle accession au trône de France, du reste totalement infondée juridiquement. Laissant le comte de Charolais regagner son campement plein de rêves en tête, Louis XI sut qu'il s'était attaché son bien-aimé cousin de Bourgogne. Le 1er octobre 1465, une trêve perpétuelle était proclamée. Le roi de France, démontrant tout autant sa bonne foi que la profusion de ses ressources, fit affréter des chariots de vivres destinés aux troupes coalisées stationnées devant Paris. Affamés et démunis, les soldats de la Ligue se réjouirent de cet approvisionnement inattendu. Louis XI, précautionneux, en profita pour fournir de grandes quantités de vin aux assiégeants, pour mieux les enivrer. Le traité de paix avec la Bourgogne était conclu à Conflans le 5 octobre 1465. Le 10, la Bretagne signait à son tour la fin des hostilités. Quant aux autres princes, abandonnés à leur sort par leurs plus puissants alliés, ils n'eurent d'autre choix que d'accepter à leur tour le retour à la paix par le traité de Saint-Maur, le 27. La fin des combats était soumise à des conditions difficiles pour le roi de France. Il reconnaissait ses torts dans la politique menée depuis son avènement, il restituait à la Bourgogne les villes de la Somme, si chèrement acquises en 1463, avec la possibilité de les racheter contre 200 000 écus d'or une fois le comte de Charolais mort. Le duché obtenait également quelques gains territoriaux, tandis que le comte de Saint-Pol recevait le 12 octobre le titre de connétable de France. François II de Bretagne obtenait lui aussi satisfaction. Son autorité temporelle sur l'évêché de Bretagne et sur certaines terres confisquées était confirmée.
tandis que son protégé, Charles de France, recevait la Normandie, que le duc comptait bien placer sous sa propre domination. En contrepartie, François II renonçait à l'indépendance de son duché, acceptant de se placer sous la suzeraineté de Charles de France, lui-même devant prêter hommage à Louis XI. La souveraineté royale sur la Bretagne était donc sauve. Charles, quant à lui, rétrocédait son apanage du Berry au domaine royal. Les ducs de Bretagne et de Bourgogne pleinement satisfaits, le roi n'avait pas à souffrir de davantage de concessions auprès des autres seigneurs révoltés. Extrêmement déçus de la conduite de leurs anciens compagnons, les autres lignées durent se contenter de fort peu. Jean de Calabre, abandonné par le comte de Charolais, reçut de Louis XI une vague promesse de soutien contre le roi de Naples, à laquelle il escomptait d'ores et déjà ne jamais donner suite. Le seigneur angevin reçut également la sous-garde de Toul et de Verdun, ainsi qu'une exemption d'hommage pour quelques seigneuries. Jean II de Bourbon, frustré des faibles gains politiques qu'il avait retirés du conflit, obtint du roi un don de 36 000 livres. Mesurant l'aigreur de son vassal à l'égard de ses prétendus alliés, Louis XI exploita la déception du duc de Bourbon et le fit entrer à son service en tant que lieutenant général en Lyonnais, Velay, Vivarais, Gévaudan, Languedoc et Bourbonnais. Il s'attacha ainsi la fidélité de la maison de Bourbon pour plusieurs années. Jean V d'Armagnac et son frère Jacques, duc de Nemours, reçurent quant à eux une pension de 12 000 écus, 100 lances chacun, quelques droits de nomination aux offices royaux et, pour Nemours, la lieutenance générale en Dauphiné. Consterné, l'Armagnac témoigna de sa rancœur auprès des seigneurs de Bourgogne, qui lui répondirent qu'il devait être content de l'offre qui lui avait été faite, car c'était là plus que ce qu'il méritait. Craignant de ne rien obtenir du tout, la maison d'Armagnac accepta de mauvaise grâce. Enfin, les comtes de Dunois et de Damartin, dont les biens avaient été saisis par Louis XI lors de sa prise de pouvoir, étaient rétablis dans leur seigneurie. En somme, outre les intérêts bretons et bourguignons, nul n'était vraiment ravi des termes de la paix. Une clause supplémentaire était adjointe au traité de Saint-Maur imposant la création d'un Conseil des 36 chargé de consigner les réformes nécessaires au redressement du pays et de son bon gouvernement. Totalement étrangers aux soucis du royaume, les princes n'entendaient pas défendre le bon fonctionnement de ce conseil, aussi fut-il aisé pour Louis XI d'en vider éhontément le contenu pour le rendre totalement inopérant. Toutefois, le roi, renouant avec son cynisme habituel, avait à cœur de renvoyer les plaintes des princes s'estimant lésés vers le Conseil des 36, à commencer par Jean de Calabre. Plus sarcastique encore, Louis XI profita de l'occasion pour amplifier l'amertume des seigneurs mécontents en les renvoyant directement vers l'arbitrage du comte de Charolais, fossoyeur de l'unité de la Ligue. Ainsi, pendant tout le mois d'octobre 1465, le roi s'évertua à flatter ses adversaires, alternant entre rondeur et repentir pour mieux les diviser. Le 30 octobre, il rassembla tous ses féodaux, apparemment réconciliés, pour assister à la cérémonie d'hommage rendue par Charles de France pour l'apanage de la Normandie. Le lendemain, attisant une dernière fois les jalousies entre les princes, Louis alla chercher au Desbottés, son cousin de Charolais, auprès duquel il déploya toutes sortes de marques d'affection. Ensemble, ils célébrèrent la Toussaint à Villiers-le-Bel et discutèrent des termes du mariage entre l'héritier de Bourgogne et Anne de France. Ayant atteint son objectif en dressant les coalisés les uns contre les autres, le roi pouvait à présent les renvoyer chez eux. Le 2 novembre, François II et son pion Charles de France prenaient la route de la Normandie. Le 3, le futur duc de Bourgogne rentrait en ses terres mater les révoltés liégeois. Il ne manquait plus à Louis XI qu'à consolider la paix durablement dans le royaume. À cette fin, le roi appela en son conseil les frustrés du bien public, dont il s'attacha pour partie la fidélité, notamment auprès du duc de Bourbon. Puis, le 13 novembre, il confirma les exemptions d'impôts accordées en août, à la satisfaction de la population, de façon à quitter Paris dans les meilleures conditions. Ainsi prit fin la guerre du bien public, chaque prince s'en retournant vers ses domaines avec la conviction que le roi de France, privé de la Normandie, se trouvait trop fragilisé pour constituer un danger à leur pouvoir. Certes, l'amputation territoriale était douloureuse, mais la souveraineté de Louis XI, elle, demeurait intacte. La guerre du bien public constitua une étape cruciale dans le règne de Louis XI. Les excès du roi lors de son avènement, les expérimentations malheureuses, son attitude ouvertement hostile à l'endroit des grands du royaume, sa pratique confuse en politique étrangère, tout cela eut pour effet d'ulcérer les grands féodaux et de cristalliser leur haine à l'encontre du souverain. Autrement dit, cette révolte princière ne fut que la réponse à une crise politique. Le premier responsable de la guerre du bien public était donc Louis XI lui-même. Pendant le conflit, le roi fut confronté à une thématique constante, la trahison.
l'évasion de son frère Charles de France, la position ambiguë du parti angevin, le ralliement de la maison d'Armagnac à la Ligue, les faussetés des seigneurs du Midi, les complots avortés dans son entourage, la fuite du comte du Maine à Montlhéry, le soutien très relatif des compagnons de Genappe, la tentation capitularde des notables parisiens, la cession de Pontoise. Cette série d'infidélités n'était pas uniquement due à la petitesse des élites de l'époque. Elle était révélatrice de 3 immenses failles dans le système Louis XIe. 1. La déficience du réseau de partisans du roi. 2. Ses erreurs de jugement dans le choix de son entourage politique. 3. La croyance selon laquelle la simple nomination d'êtres totalement redevables suffisait à s'attacher leur loyauté. A l'inverse, Louis put constater la droiture des anciens partisans de son père, en particulier celle de Pierre de Brézé, qui désirait avant tout servir la couronne, quel qu'en fût le dépositaire. Renouant avec les anciens officiers de Charles VII, Louis XI s'attacha donc par la suite à reconstituer la forme de gouvernement équilibré qu'avait érigé son père. Au terme de la guerre du bien public, il se rapprocha des grands féodaux, notamment du duc de Bourbon, afin de les convier à son conseil. Il aspirait donc à adapter son art de gouverner aux réalités qu'avait soulignées cette grave crise politique qui, à plusieurs reprises, avait failli lui coûter sa couronne. Au lendemain de la guerre du bien public, les ligueurs étaient convaincus d'avoir mis à bas la puissance française. Dans le domaine financier, il est vrai, la monarchie était sérieusement affaiblie. Les rentrées fiscales, amplement bouleversées pendant le conflit, étaient amputées d'un quart avec la perte de la Normandie. De plus, les princes, qui jouissaient à présent de copieuses pensions, escomptaient bien grever durablement les finances royales. Toutefois, si fiscalement le royaume était fragilisé, politiquement la position du roi s'en trouvait raffermie. Les jalousies interpersonnelles qu'avait engendré la crise maintiendraient les grands féodaux suffisamment divisés pour que Louis XI en profitât. Aussi, à la première occasion, le souverain proposa aux seigneurs rebelles d'intégrer son conseil afin de les placer sous sa dépendance. Plus importante encore, la guerre dite du bien public avait démontré aux yeux de tous les sujets que les aspirations des princes ne touchaient guère au bon gouvernement du royaume, mais à la satisfaction de leurs seuls intérêts personnels. Le peuple était ulcéré de se voir ainsi pressuré d'impôts en vue de verser de considérables pensions aux féodaux. En d'autres termes, au lendemain du conflit, le crédit politique des grands était littéralement anéanti. Enfin, les princes ne s'aperçurent pas qu'en déclenchant la guerre du bien public, en poussant Louis XI à s'enfermer dans Paris, en lui imposant de régler cette grave crise, ils avaient affûté un instinct politique encore en construction. Car, comme l'écrit Amable Sablon du Corail dans son ouvrage, Louis XI est né à la politique au cours du siège de Paris. Dans la maturité politique de Louis XI, dans sa pratique du pouvoir, dans sa finesse manœuvrière, il y eut un avant et un après-guerre du bien public. 1465 constitue ainsi un tournant majeur dans l'histoire du règne de Louis XI. Apprenant à composer avec la réalité, à s'adapter, à décider et à paraître, le souverain de France maîtrisait désormais les rouages de la grande politique. En définitive, la révolte des princes eut pour principal effet d'éveiller en Louis XI un instinct, une subtilité et une maestria de la stratégie qui désormais ne le quitterait plus. Ainsi, ce n'est qu'après 1465, et qu'après 1465 seulement, que Louis XI devint ce qu'il convient d'appeler un immense génie politique.